Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information. Tout d'abord, les titres de ce journal. Poursuite ce vendredi de la tournée du ministre du Tourisme, de l'Hôtellerie et de l'Artisanat dans les structures relevant de son département. Le contentieux qui oppose le groupe de presse Allo-Média à ses 26 journalistes licenciés récemment pourrait trouver son épilogue le mardi prochain. Les deux parties étaient une nouvelle fois ce vendredi à l'inspection générale du travail. Et puis, page noire de cette édition, Amadou Benoît Camara, ancien président du Satellite Football Club, décédé le 30 novembre dernier, a regagné ce vendredi sa dernière demeure. C'est tout pour les titres. Encore une fois, bonsoir et bienvenue à tous. Le ministre de la Pêche et de l'Aquaculture au chevet des populations rurales du Fouta, de Daralabé à Timbi-Madina, en passant par Afia, Moussa Condé a apporté une assistance financière et matérielle pour l'achèvement des travaux de construction de certains édifices publics de ces localités. L'émissaire du chef de l'État a rassuré les populations de la moyenne Guinée de l'engagement du gouvernement à lutter contre le sous-développement des collectivités. Il a offert 50 millions de francs guinéens au centre universitaire de la baie, situé dans la sous-préfecture de Afia. Ben Oumar Silla. C'est une tournée de sensibilisation et d'information des populations rurales de la Moyenne-Guinée sur le changement prôné par la Troisième République, mais aussi toucher du doigt les réalités que vivent ces populations. Ce devoir du ministre de la Pêche et de l'Aquaculture a été bien accueilli par les Foutaka. À Rafia, une sous-préfecture située à 20 km de l'Abbé, les populations ont exprimé leur attachement à la politique de développement des collectivités lancée par le gouvernement. Cette visite prouve éloquemment l'intérêt et le souci que vous accordez aux problèmes des collectivités. De notre constat effectué, il nous revient l'honneur de vous rendre compte que le climat sociopolitique est au beau fixe dans toutes nos localités. Après Rafia, le cortège de Moussa Condé s'est ébranlé vers Daralabé, l'un des premiers foyers islamiques du royaume théocratique du Fouta, puis à Timbi-Madina, la capitale de la pomme de terre. Toutes les couches sociales étaient mobilisées pour accueillir la délégation et ont exprimé leur soutien aux actions de changement du professeur Alpha Condé. La situation sociopolitique est bonne. Toutes les composantes sociales de Timbi-Madina soutiennent le programme de société de notre gouvernement pour une Guinée moderne, forte et prospère. Pour le ministre de la Pêche et de l'Aquaculture, le Fouta est une référence historique. Moussa Condé Tatavieux engage le gouvernement à lutter contre le sous-développement qui mine aujourd'hui les communautés rurales. Nous savons que le Fouta a une histoire qui a rayonné en Guinée, une histoire qui a rayonné dans l'Afrique et dans le monde. Et c'est pourquoi les sages, les populations du Fouta sont respectées et sont respectueuses. Le gouvernement s'attellera sur le travail pour pouvoir sortir le Guinéen des difficultés telles qu'il est en train d'endurcir aujourd'hui. La délégation a visité certains sentiers en souffrance comme la grande mosquée de Rafia et le ministre Tatavieux a apporté une assistance de 20 tonnes de ciment à cette mosquée et la clôture du stade sous-préfectoral. 50 millions de francs guinéens ont été offerts au centre universitaire de l'Abbé pour l'achèvement des travaux du dortoir et pour l'adduction d'eau potable. Deuxième journée ce vendredi de la tournée du ministre du Tourisme, de l'Hôtellerie et de l'Artisanat dans les structures relevant de son département. Après avoir visité les chantiers des hôtels en construction récemment, Loumseni Camara a visité successivement le Novotel, l'hôtel Niger, l'agence de voyage de Dunia Voyage et l'hôtel Le Rocher. Objectif, constater de visu le service offert par ces hôtels en service et le niveau d'exécution de ceux en chantier. Reportage Alpha Omar Bari. Cette seconde tournée du ministre du Tourisme, de l'Hôtellerie et de l'Artisanat a commencé par l'hôtel Novotel, le plus grand des complexes hôteliers de la place. Là, le ministre et sa suite, accompagnés de la direction de l'hôtel, ont visité tous les compartiments du complexe, la salle de réception, les chambres, la cuisine et les installations techniques. Le Novotel cap sur l'hôtel Niger en chantier. Cet hôtel, une fois achevé, aura une capacité d'accueil de 194 chambres. Les travaux sont confiés au projet GIC, Guinea Investment Construction.
réalisation. Sur le chantier, le ministre Lunseni Camara a demandé aux responsables du projet d'aller vite, vu que les travaux ont accusé un léger retard de 2 semaines pour des raisons techniques. Troisième étape, l'agence de voyage et de tourisme Dunia Voyage. En entretien avec les responsables, le ministre a encouragé le personnel de l'agence et les a exhortés à plus d'efforts pour faire de la Guinée une destination touristique de premier plan. À l'hôtel Le Rocher, où le ministre a bouclé sa tournée, il a été émerveillé par l'accueil et le service. Au terme de cette deuxième tournée, le ministre s'est dit confiant quant à l'avenir du tourisme en Guinée. Il y a quelques complexes hôteliers tout de même dans notre pays qui aujourd'hui peuvent héberger de grandes personnalités. Notre ambition, c'est en réalité multiplier par 100 tout ce que nous avons vu en chantier et en hôtel en fonctionnement. Dans les jours à venir, le ministre a promis de se rendre dans certains lieux touristiques de l'intérieur et dans les îles, car, dira-t-il, le tourisme c'est avant tout le pays profond. C'est encore plus alarmant à l'intérieur de la Conakry. Et j'ai dit tout à l'heure que quand nos hôtes arrivent, ils ne viennent pas pour regarder nos beaux immeubles, nos belles rues, mais ils viennent plutôt pour découvrir ce qui est naturel à la Guinée. Ils viennent pour découvrir ce qu'ils n'ont pas vu ailleurs. Et ça se trouve à l'intérieur du pays, ça se trouve le long de nos côtes maritimes. Donc, il va sans dire qu'après cette première étape, après ces premières visites à Conakry, nous allons nous rendre à l'intérieur du pays pour également faire le constat, mais découvrir des sites et pour pouvoir soumettre à l'État des projets fiables. Tout porte à croire que le ministre du Tourisme, de l'Hôtellerie et de l'Artisanat est déterminé à relancer ce secteur porteur de croissance. Le ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation multiplie des contacts auprès des élus locaux. Alassane Condé a eu des entretiens cette semaine avec le préfet, sous-préfet et président des districts de Bofa. Le recensement biométrique des fonctionnaires était la toile de fond de cette rencontre. Le ministre Alassane Condé a exhorté les élus locaux au respect de la hiérarchie et au bon fonctionnement de l'administration locale. De retour de Bofa, Faligi Lavogui signe ce compte-rendu. Le ministre Alassane Condé veut doter la Guinée d'une administration performante. C'est dans cette perspective qu'il a rencontré le préfet, les sous-préfets et présidents des districts de Bofa. Objectif, s'enquérir de l'état de fonctionnement de l'administration de cette préfecture. Alassane Condé a déploré du fait que la fonction publique guinéenne est devenue un fourre-tout. Le préfet qui quitte sa préfecture pour aller à Conakry sans demander au gouverneur, c'est une faute très grave. Le sous-préfet qui quitte sa sous-préfecture ici pour se retrouver à Conakry sans l'avis du préfet, c'est une faute grave. À partir de l'année prochaine, vous entendrez des licenciements à la radio à cause du retard. Parce que si les gens, au lieu de travailler 8 heures, travaillent 4 heures ou 2 heures, vous pensez que le pays peut avancer? Ce n'est pas possible. Et c'est ça qui se passe en Guinée. Parce que quand tu as la fonction publique, que tu viennes au travail ou pas, on te paye à la fin de l'année. Chez nous, quand on sanctionne un fonctionnaire, il trouve des prétextes. Pour inverser cette tendance, Alassane Condé entend lancer une opération de recensement biométrique au sein de la fonction publique. Cette initiative, au dire du ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation, vise à nettoyer le fichier de la fonction publique guinéenne. Moi, je vous dirais que la Guinée, nous sommes 12 millions. Un autre viendra vous dire, preuve à l'appui, que nous sommes 10. Un troisième viendra vous dire, avec preuve à l'appui, nous sommes 15 millions. On ne peut pas planifier le développement si on ne sait pas pour qui on le fait. En 2008, 58 000 Guinéens étaient fonctionnaires. En 2010, ça fait 2 ans, quand nous sommes venus, 120 000 Guinéens étaient fonctionnaires. En 2 ans, ils ont doublé. C'est pourquoi aujourd'hui, vous entendez parler du recensement biométrique des fonctionnaires, ça pose des petits problèmes. Récemment venus de Sérédou, où ils étaient à l'école de l'administration, les élus locaux se montrent aptes à répondre au dysfonctionnement de l'administration locale. Cette formation, elle nous a armés. Pourquoi? Au départ, lorsqu'on voyait un peu les exigences de monsieur le préfet, ça nous gênait un peu. Mais à l'école de l'administration, on a compris que monsieur le préfet nous mettait sur la voie
à laquelle il fallait faire l'administration. Au sortir de cette rencontre, les sous-préfets de Bofa ont promis de faire de la gouvernance décentralisée un credo pour réussir les missions qui leur sont dévolues. Le collectif des jeunes de l'ONG Mama Guinée a animé une conférence de presse ce vendredi à la maison commune des journalistes de Koléa. Objectif, parler de l'ingérence des coordinations régionales dans le débat politique. Une ingérence qui, selon les responsables de l'ONG, n'est pas sans conséquence sur la vie sociopolitique du pays. Aminata Diallo. Cette conférence de presse fait suite à une étude sociopolitique menée par les membres du collectif des jeunes de l'ONG Mama Guinée à travers le pays. Il ressort de cette étude que les coordinations régionales influencent les politiques à travers les décisions et les actes qu'ils posent. Les coordinations se sont transformées en mouvements politiques parlant au nom des communautés et parfois au nom des ethnies, engageant celles-ci dans les partis politiques, acte qui est contraire à la Constitution. Les coordinations dans leur ensemble ont failli à leur mission. Le collectif des jeunes de l'ONG Mama Guinée lance un appel solennel à l'opinion nationale et internationale à prendre les dispositions pour barrer la route à ce phénomène, car il est source de plusieurs conflits en Afrique et dans le monde. Selon le président du collectif des jeunes de l'ONG Mama Guinée, l'ethnostratégie et le régionalisme sont devenus le sport favori des hommes politiques pour accéder et se maintenir au pouvoir. Tous ceux qui ont connu Guékédou, de près ou de loin, même ceux de Conakry, savent bel et bien que la fête du 1er janvier, 31 décembre, 1er janvier de chaque année est fêtée au fleuve Makuna. Pour des raisons politiques, l'autorité administrative actuelle veut interdire l'événement, chose qui n'a jamais été faite, même pendant le temps du régime feu général Lansana Conté. Selon les mêmes membres, la plupart des structures qui organisent les mouvements de soutien pour le régime en place sont financées par le gouvernement. Il n'est pas sans savoir que l'événement politique le plus marquant, c'est une parenthèse. Ça a été la convocation de M. Baïdi Haribo au tribunal de première instance de Kaloum. Et nous avons vu une descente musculeuse des jeunes de Kaloum apportant leur soutien total à ce qu'on appelle ici à Baïdi Haribo comme étant ici le papa des jeunes de Kaloum, d'après l'appellation des jeunes. Et cela a dissuadé ce qu'on appelle ici à prouver encore de plus, même si c'est des stratégies politiques, mais le gouvernement ou le parti, comment on appelle, s'est vu affaiblir le territoire de Kaloum. Un autre mouvement aussi a vu le jour et ce mouvement en a bénéficié bel et bien les 2 milliards. Il faut rappeler que l'ONG Mama Guinée a été créée en 2009 a pour objectif défendre les droits de l'homme. Elle est présente dans plusieurs préfectures du pays. 51 officiers et 5 agents stagiaires de la police nationale viennent de bénéficier d'une formation technique de maintien et de rétablissement d'ordre public. La remise des diplômes à ces agents de force de sécurité a eu lieu ce vendredi au camp de la compagnie mobile d'intervention et de sécurité numéro 3 d'Anko 5. La cérémonie a été présidée par le ministre de la Sécurité, de la Protection civile et de la réforme des services de sécurité, entouré des cadres de son département. Cette formation s'inscrit dans le cadre de la sécurisation des futures élections législatives en Guinée. Compte rendu Ben Oumar Silla. La sécurisation du bureau de vote, le convoi des urnes, l'évacuation d'un bâtiment occupé par une foule d'opposants sont les quelques modules enseignés au cours de cette formation. Elle a regroupé pendant 12 jours 101 officiers et agents stagiaires de la police nationale sur l'initiative du ministère de la Sécurité et de la Protection civile à travers la coopération française. Pour l'expert formateur, il n'y a ni grande démocratie ni nation sans une police forte. Il n'y a pas de grand pays, il n'y a pas de grande démocratie qui ne puisse s'appuyer sur une belle et grande police républicaine. Or, ces compagnies mobiles avec lesquelles j'ai travaillé depuis le début de l'année sont aujourd'hui des forces à part entière spécialisées dans le maintien de l'ordre. Et vous pouvez compter sur eux pour le maintien de la paix publique. A fortiori,
dans le cadre de l'aventure d'un pays qui poursuit son progrès et envisage très prochainement des périodes électorales. Cette énième formation des agents des compagnies spécialisées dans le maintien de l'ordre public depuis la réforme des services de sécurité engagée par le gouvernement guinéen s'inscrit dans la logique de la sécurisation des futures élections communales et communautaires. Nous les stagiaires, par ma voix, nous nous engageons à mettre en pratique sur le terrain tout ce qu'on a appris au cours de cette formation. Je formule le souhait de voir ce genre de formation se perpétuer pour rendre plus dynamique, plus opérationnel et surtout plus professionnel nos unités d'intervention. Président de la cérémonie, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile s'est tout d'abord félicité des relations franco-guinéennes avant de s'engager à bâtir une police d'anticipation et proactive au service de la population. La nouvelle vision de nos services de sécurité, c'est l'anticipation, c'est la proactivité. Et c'est pour cette raison que nous avons organisé cette formation. La démonstration qui vient d'être faite, le professionnalisme avec lequel les éléments formés se sont déployés ici me donne l'assurance que les services de sécurité seront, pour ne pas dire qu'ils sont déjà prêts pour la sécurisation des prochaines élections. A rappelé que cette formation a connu la participation du directeur central des unités d'intervention et des commandants des unités de la police de Conakry. Le directeur central des unités d'intervention de la police, le colonel Ansoumane Kamara, qui a pris part à cette formation en compagnie de tous les commandants des CMIS, revient ici sur les raisons de l'organisation de cette formation. Suivez. La meilleure façon de commander, c'est de connaître. Si tu entends un chef donner des ordres ou veiller à l'exécution des ordres qu'il a eu à donner, c'est parce que le chef lui-même ici connaît mieux. Donc il était important que moi, en tant que directeur, les commandants d'unités qui doivent diriger les unités sur le terrain dans le cadre des élections futures, c'est-à-dire la sécurisation d'un bureau de vote, le transport des urnes, en cas de convoi, quand le convoi qui transporte les urnes est attaqué, comment est-ce que face à des obstacles comme ça, il faut se débarrasser, non seulement pour sécuriser le président du bureau de vote et l'urne qui la charge de transporter à destination finale. Donc toutes ces techniques-là étaient nécessaires, c'était bon à connaître pour que demain nous soyons mieux outillés pour mieux pouvoir faire des opérations comme ça parce que notre pays rentre bientôt dans le processus électoral. Le 7 décembre de cette année est la date retenue pour la célébration de la 35e journée africaine des télécommunications. Cette année, le thème retenu est la migration à la radiodiffusion télévision numérique de terre. À cette occasion, pour le ministre des Télécommunications de donner une large information sur les avantages de la migration de l'analogique au numérique. Et là, Jomar Bari. Chaque année, les 44 États membres de l'Union africaine des télécommunications commémorent la journée africaine des télécommunications et des TIC. Le thème retenu pour cette année est la migration à la radiodiffusion télévisuelle numérique de terre, défis et perspectives. En Guinée, à la faveur de cette journée, le ministère des Postes et Télécommunications a animé une conférence de presse sur l'importance de la transition de l'analogique au numérique. Vu la multiplicité des radios de communication dans le monde, de la télévision, le spectre de la fréquence était devenu très encombré et qui ne pouvait pas servir les besoins des consommateurs et des utilisateurs des radiocommunications. Donc, tout simplement parce qu'on était sous l'analogie. Alors, pour avoir beaucoup plus d'espace, il fallait donc passer au numérique. C'est la raison fondamentale. En quittant l'analogie, donc, on libère l'espace. Et l'espace là qu'on appelle la dividende numérique. En Guinée, pour la réussite du processus de migration, le gouvernement compte mettre en place un comité de pilotage en 2013 pour être au rendez-vous du 17 juin 2015. En 2013, ce comité va fonctionner. Tout ce qui peut être fait pour que et les opérateurs et les sociétés audiovisuelles et les consommateurs, tout sera pris en compte. C'est des petits réglages institutionnels, notamment les histoires d'appel d'offres et les opérateurs qui se précipitent déjà à notre portion. Donc soyez-en rassurés, le 17 mai 2015, la Guinée sera à ce rendez-vous et même avant.
Par ailleurs, Oegui Lavogui invite les citoyens de tous bords à migrer au numérique pour le développement socio-économique et le bien-être des populations. Aujourd'hui, vous remarquez sur le marché guinéen des télévisions qui sont déversées venant de l'Europe partout, parce que c'est analogique. Ils n'en ont plus besoin. Ils nous empêchent de migrer vers le numérique. Et vous allez directement acheter des télé et vous les installez chez vous. Est-ce que vous trouvez que c'est normal? C'est pour ça qu'on fait intervenir les importateurs de télé. C'est pour réduire un peu l'intervention de l'État. Désormais, il faut que tout le monde sache quel type de télé qu'il faut importer en Guinée. Qu'est-ce qu'il faut vendre à la population? Il faut rappeler le 17 juin 2015 est le délai fixé pour passer de l'analogique au numérique. L'Union africaine des télécommunications, l'UAT, exhorte les pays membres à fournir des efforts pour être au rendez-vous. Insécurité est notre cas de kidnapping après celui de Kagbelin. La semaine dernière, une femme âgée d'une trentaine d'années a disparu à Koloma dans la commune de Ratoma alors qu'elle se rendait à la T6 où elle vendait du riz. L'acte s'est produit hier aux environs de 5 h du matin. Fatoumata Binta Diallo, c'est son nom, n'est toujours pas revenue à la maison depuis plus de 24 heures. Ibrahima Souriari, Yansani. Fatoumata Binta Diallo, cette femme en image, a disparu jeudi aux environs de 5 h 30 du matin. Comme d'habitude, elle quittait son domicile à Koloma pour la T6 où elle vend du riz. Malheureusement, elle est montée à bord d'un taxi qui l'a conduit vers une destination inconnue. J'étais arrêté devant ma boutique. Elle est descendue les escaliers pour traverser les fossés pour s'arrêter au bord de la route. Moi, j'étais sur mes escaliers. J'étais là à veiller sur elle jusqu'à voir un taxi. Donc, dès que le taxi s'est arrêté, elle m'a dit « ferme la porte ». Maintenant, j'ai eu un taxi, j'ai dit « ok ». Donc, elle a fermé la portail du taxi. Elle est partie, moi aussi, j'ai fermé la porte, j'ai continué mon chemin. Elle a appelé sa grande sœur depuis l'abbaye. Elle a dit « ah, ma grande sœur, j'ai été kidnappée par des hommes inconnus là où j'ai monté dans le taxi. » Donc, je ne sais même pas l'endroit où je suis comme ça, là, parce que je suis enfermé dans un cours. Le mur est tellement élevé, je ne peux pas voir dehors. D'après sa sœur, directement le téléphone s'est coupé. C'est un autre cas, dit-on, de kidnapping après celui qui s'est produit la semaine dernière à Kabylie, dans la commune urbaine de Dubreka. C'est la peur et l'inquiétude dans la famille de Fatoumata Binta Diallo, une femme âgée d'une trentaine d'années et mère de 3 enfants, dont 7 filles. Après plus de 24 heures, aucune trace de ses ravisseurs. Les enquêtes sont en cours. J'avais un grand qui m'a donné le numéro de commandant Barry. J'ai appelé le commandant, je l'ai informé. Il ne croyait pas. Dès que je l'ai dit, j'ai une soeur qui a été kidnappée. Il a dit « ah bon ?» J'ai dit « oui, mon commandant ». Il dit « ok, il n'y a pas de problème ». Il m'a demandé de filer le numéro de la dame. Je lui ai remis le numéro de la dame. Il dit « ok, nous sommes sur notre enquête, gardons contact avec nous ». J'ai dit « ok ». C'est autant dire que l'insécurité prend une proportion inquiétante à Conakry, ce qui doit amener autorités et populations à faire front commun pour lutter contre le phénomène. Le contentieux qui oppose la direction du groupe de presse Allo-Média à ses 26 journalistes licenciés continue d'alimenter les débats à Conakry. Les deux parties étaient à nouveau ce vendredi à l'inspection générale du travail pour examen des dossiers déposés par les deux camps à la suite de la rencontre d'aujourd'hui. Très peu d'informations à filtrer sur les débats de fond, mais tout porte à croire que la crise pourrait être tranchée le mardi prochain. Reportage Mamadi Kamiso. L'inspection générale du travail, c'est ici que tout se joue désormais entre la direction générale et les confrères renvoyés de Chéri FM Tativi. Les discussions qui se poursuivent sous la supervision d'un représentant de la CNTG sont sans tabou sur les difficiles conditions de travail des concernés. S'il n'y a eu aucun commentaire sur les débats de fond du huis clos de ce vendredi, la principale piste privilégiée serait un dénouement heureux de la crise profitable aux deux parties. Il n'y a pas de journalistes renvoyés de Chéri FM. Nous avons un conflit de travail qui est actuellement sur la table de Madame l'inspectrice générale du travail et nous estimons que les négociations avancent dans le bon sens et que d'ici mardi, en tout cas nous sortirons de crise, j'en suis sûr, où toutes les parties vont gagner et où le droit va être dit. Nous avons ouvert les discussions la semaine dernière et suite à l'ouverture de cette discussion, un certain nombre de documents ont été versés au dossier. Et donc nous avons demandé aux deux parties de nous accorder quelques jours afin d'examiner ces dossiers et de se retrouver vendredi.
Donc nous sommes vendredi. On a examiné ces dossiers. Nous avons fait des observations aux deux parties. Mais avec d'une part les négociations en cours et de l'autre les convocations en justice de certains membres du collectif par la PDG du groupe média Chantal Coll, un compromis est-il envisageable? Difficile, s'exclame-t-on. Pour donc donner une chance au dialogue d'aboutir, il a été demandé à la direction générale de Chéri FM TV d'annuler la procédure judiciaire en cours contre David Yombouno. Nous avons demandé à la direction générale de Chéri FM de surseoir à toute procédure judiciaire parce que on n'est pas au contentieux. Nous sommes une chambre de conciliation et le dossier est devant l'inspection générale du travail. En attendant que nous finissions de trancher le dossier, de surseoir à toute procédure judiciaire. Nous avons dit à toutes les parties de mettre la balle à terre et de voir la structure en face. Et je crois que le message a été entendu. L'inspection générale du travail entend rendre sa décision mardi prochain. Et pendant que cette affaire défraie la chronique, l'idée d'une convention collective pour les journalistes émerge dans le monde des médias guinéens. Selon de nombreux observateurs, cette convention collective constitue la seule couverture juridique afin de parer à toute exploitation de l'homme par l'homme dans les médias en Guinée. L'utilisation de préservatifs reste une problématique en Guinée malgré qu'il soit recommandé par les spécialistes. Beaucoup de personnes sont toujours réticentes alors qu'il constitue l'un des moyens les plus sûrs pour éviter les maladies sexuellement transmissibles et les grossesses non désirées. Fanta Conté. Le préservatif ou condom est un nœud mince et souple, imperméable au sang ainsi qu'aux sécrétions vaginales et péniennes. Il en existe deux types, le préservatif masculin et celui féminin. C'est en 1880 que le premier préservatif a été mis sur le marché comme moyen de protection contre les IST et les MST. En tant que personne de la santé, utiliser le préservatif, nous le recommandons à la population. Déjà pour éviter certaines bonnes choses, il y a par exemple le sida, déjà comme tout le monde connaît, le préservatif en principe a été mis sur le marché pour lutter contre la prolifération du VIH aujourd'hui, qui est vraiment aujourd'hui une pandémie qui tape beaucoup dans le monde. Il y a beaucoup de personnes qui viennent, qui fréquentent les pharmacies pour prendre des préservatifs, surtout les hommes. Qui viennent nous voir, qui prennent des préservatifs aussi, qui demandent des conseils sur l'utilisation des préservatifs là. Ouais, c'est le préservatif féminin comme le préservatif masculin très pratique. Beaucoup de personnes utilisent aujourd'hui les préservatifs contre les maladies sexuellement transmissibles, alors qu'ils sont aussi un moyen de contraception efficace contre les grossesses non désirées. Moi, je conseille aux personnes d'utiliser le préservatif, pas seulement pour éviter le VIH-Sida, pour éviter aussi les grossesses indésirées, les MST, IST. Donc je pense que c'est assez responsable pour quelqu'un d'utiliser le préservatif voilà, pour un avenir meilleur. Même les femmes viennent payer pour leur mari, ils les encouragent. Oui, il y a beaucoup de femmes, parce qu'ils n'aiment pas prendre des hormones, la planil, et puis ça a beaucoup d'effets secondaires. Comme vous le voyez, des gels stimulants sont disponibles dans les pharmacies capables d'augmenter le plaisir sexuel. Le préservatif féminin, contrairement à celui masculin, n'est pas beaucoup utilisé par la gente féminine, soit par honte ou par peur d'être mal jugées par leur partenaire. Mais ces femmes oublient qu'elles sont responsables de leur vie, donc de leur santé. Sur un pourcentage de 100, je donnerai environ 30% des femmes qui selon moi, utilisent le préservatif pour femmes. Donc, si je peux dire, c'est un peu regrettable. Parce que, bon, à mon avis, je pense que les femmes seulement se limitent seulement qu'au préservatif des hommes qui l'utilisent. Et bon, voilà quoi. Moi, je pense que ces femmes-là doivent quand même prendre conscience, essayer le préservatif pour femmes. Donc, voilà, je pense qu'elles doivent prendre ce genre d'initiative, d'essayer ça pour voir la différence entre le préservatif de femmes et le préservatif pour hommes. À défaut de l'abstinence et de la fidélité qui sont difficiles à être observées par certaines personnes, les spécialistes recommandent l'utilisation du préservatif pour éviter le sida, une maladie qui fait des ravages actuellement dans le monde. Mais malgré tout, certaines personnes restent toujours réticentes.
La différence entre utiliser des préservatifs et ne pas utiliser des préservatifs, un rapport sans le préservatif, si je peux dire, c'est un rapport direct. Voilà, donc il y a plus de sensations. Mais sans le préservatif, il y a, si je peux dire, la sensation diminue quand même. Mais c'est pour ça, nos pharmaciens et d'autres personnes de la santé, nous avons quand même pensé à faire le préservatif avec du lubrifiant. Vous comprenez? Parce que là, quand même, si je peux dire, c'est pas à 100%, mais quand même, c'est pour permettre de procurer aux partenaires de sentir quand même, si je peux dire, la sensation comme sans le préservatif, quoi. Donc, c'est un peu ça la différence entre... Donc, c'est ça. Selon les spécialistes, pour le moment, aucune théorie n'a encore démontré les méfaits de l'utilisation du préservatif sur la santé des usagers. Alors, il est temps que chacun prenne ses responsabilités, car comme dirait l'autre, la santé n'a pas de prix. C'est quand on est malade qu'on mesure son importance. Page noire de cette édition, décédé vendredi dernier, Amadou Benoît Camara, ancien président du Satellite FC, ancien membre de la Fédération guinéenne de football, a rejoint sa dernière demeure ce vendredi de la morgue de l'hôpital Ignace Dine au cimetière de Cameroun, en passant par le palais des sports du 28 septembre et la grande mosquée Faïsal. Parents, amis et anciens collaborateurs ont rendu un dernier hommage à celui qu'ils appelaient affectueusement un papa. Compte rendu Fodé Camara. Amadou Benoît Camara, né en 1963 à Conakry, fait ses études primaires à Gbessia Olympio, puis le secondaire au collège et lycée Bonfim. Agent technique des postes et télécommunications, Benoît a choisi le football pour servir son pays. Avec notre frère Amadou Benoît Camara, car si partir c'est mourir un peu, mourir c'est partir pour toujours. C'est le voyage sans retour, comme celui que va effectuer celui dont la dépouille mortelle est en face de nous. Retenons nos larmes, séchons-les pour ceux qui pleurent et prions plutôt et pour nous, afin que Dieu répande sur nous sa miséricorde. La Guinée avait juste 5 ans d'indépendance en 1963, lorsque naquit à Conakry Amadou Benoît Camara, de Siba André Camara et de Fafan Kakone. À l'été, à la barque de ses intrépides calais, le Kéora Palais des Électroniques, et au sein des noms condés de Bérédou à Kankan, Benoît se signale très tôt à l'attention de ses parents comme un enfant qui semble porter la barque de la prédestination, car il ne faisait rien comme les autres de son âge. En clair, son âge mental était en avance sur son âge biologique. Il commence sa carrière de dirigeant sportif à Kamsar en qualité de manager général du club industriel de Kamsar, où il réussit à faire découvrir de grands noms du football guinéen, dont entre autres Pascal Fendouno. Toujours à la recherche d'un grand espace pour s'affirmer, Benoît rejoint Conakry et, avec certains amis, crée le Satellite Football Club de Conakry au début des années 2000. Ce que je retiens de Benoît, c'est trop. Benoît, c'est le seul président qui a réussi à révolutionner le football guinéen. Il a mis le football guinéen la balle très haute. Il fallait faire aux autres clubs 2 à 3 ans pour l'atteindre. Effectivement, il a décidé, il a fait, il a géré, il a réalisé. Bon, mais vous savez, comme l'homme propose, Dieu dispose. Au fil du temps qu'il a avancé dans ces trucs, il y a eu des barrages un peu partout. Benoît, il était quelqu'un de bien. Et moi, personnellement, il a beaucoup fait pour moi. Surtout quand Baté était en Ligue 2, tous nos voyages, honnêtement, Benoît venait nous aider et nous encourager. Souvent, il me demandait, hey, Kaba, si l'équipe monte en Ligue 1, qu'est-ce que vous allez faire? Les moyens ne sont pas là. Je lui disais, Président, si on monte, grâce à bon Dieu, et vous êtes là, vous allez nous aider pour que l'équipe progresse. Aujourd'hui, bon, Benoît n'est plus là. Tout ce que nous pouvons faire pour lui, c'est de prier pour lui. L'humanité est constituée de plus de morts que de vivants. Ça veut dire que ceux qui sont morts, c'est eux qui ont fait l'humanité. Benoît s'en va donc pour faire plus d'humanité. Il l'a fait dans la verticalité, il va la faire maintenant dans l'horizontalité.
Souffrant des complications au niveau de l'estomac, Amadou Benoît Camara lutte farouchement contre la mort pendant près de 2 ans. Après des séries de traitements à Paris et à Conakry, l'homme a été arraché à l'affection des siens le vendredi 30 novembre 2012 à 20h30 à l'hôpital Ignace Dine. Benoît quitte le monde des vivants en laissant derrière lui une veuve, une fille et une famille sportive inconsolable. Mais comme disait l'autre, puisque l'humanité est faite de beaucoup plus de morts que de vivants, repose donc en paix, frère Benoît. Que la terre de ta chère Guinée que tu as aimée et servie te soit légère. Que l'âme de Amadou Benoît Camara repose en paix. Amen. C'est la fin de cette édition d'information. Merci à tous de l'avoir suivi et bonsoir.